Bonjour à tous, bonsoir, et c'est évidemment un vrai plaisir de vous retrouver cette année encore pour les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Alors nous parlons ce soir ensemble de démographie, alors que la population mondiale s'élève aujourd'hui à plus de 7,5 milliards de personnes et que les projections prévoient que ce chiffre augmente considérablement dans les décennies à venir. De ce fait découlent de nombreux enjeux dont nous allons parler ensemble ce soir. J'en profite pour vous dire à vous qui êtes derrière votre écran que cette session, que cette discussion est aussi la vôtre. N'hésitez pas à poser vos questions sur le site des rencontres. Nous gardons un temps en fin de session pour discuter de ce qui vous intéresse. Je me présente, je suis Marie Viseau, journaliste au Figaro, et donc avec nous pour débattre de ce sujet passionnant, les invités qui sont avec nous autour de la table, mais aussi ceux qui ne sont pas là. Sandrine Dauphin, vous êtes directrice de projet scientifique à l'Institut national d'études démographiques, l'INED. Bienvenue Sandrine. Emmanuel Jiménez, qui est senior fellow à l'International Initiative for Impact Evaluation. Il n'est pas là, mais vous l'entendrez tout à l'heure. Monsieur Shekhar Shah, qui est directeur général du National Council of Applied Economic Research. Vous êtes à New Delhi, Monsieur Shekhar Shah, mais vous êtes surtout avec nous ce soir, quelque part par là, dans le studio. Bienvenue à vous aussi. Myriam Durand, bienvenue. Vous dirigez Moody's France et vous êtes là autour de cette table ronde. Et enfin Lionel Rago, qui est notre membre du Cercle des économistes ce soir, qui est professeur à l'Université de Paris-Nanterre et conseiller scientifique au CEPI. Alors voilà, vous connaissez maintenant tout le monde. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Beaucoup de choses à dire, comme je vous le disais, sur ce sujet passionnant ce soir. Sandrine Dauphin, je me tourne vers vous en premier. Parce que vous allez peut-être nous planter le décor de ce cadrage démographique général de la planète, ou de à l'échelle que vous voulez, la France. Voilà, c'est un enjeu, le cadrage général, parce que notamment les prévisions à horizon 2050, qui sont celles qu'on cite actuellement, vont changer beaucoup de choses. Donc Sandrine, on vous écoute. Bien, merci Marie. Donc déjà, je tenais à excuser la directrice générale de l'INED, Magda Tomassini, qui devait être présente ce soir, mais qui malheureusement pour des raisons de santé ne peut pas être parmi nous. Donc effectivement, je me propose de donner un cadrage général sur les prévisions notamment démographiques qui ont été données par les Nations Unies à l'horizon 2050, et peut-être de revenir sur les idées un peu préconçues autour d'explosion démographique. Parfois on peut parler d'implosion démographique. Où en est-on véritablement? Donc de revenir sur le défi de la transition démographique jusqu'en 2050, et également de revenir sur un autre défi démographique qui est celui du défi migratoire. Dans un premier temps, le défi de la transition démographique, effectivement, les prévisions de l'ONU sont d'une augmentation de 2 milliards d'aujourd'hui jusqu'à 2050. Il s'agit de prévisions. Donc c'est un scénario qui se base sur le maintien des tendances actuelles, qui sont une baisse de la fécondité qui serait mondiale, donc tous les pays concernés, et également une baisse continue de la mortalité. Donc c'est un scénario finalement de stagnation en réalité, et non pas du tout d'explosion démographique, puisque la population, l'accroissement démographique ne cesse de se ralentir depuis plusieurs décennies, et ce de façon mondiale. Ce qu'il y a, et qui donne peut-être l'idée d'explosion, c'est qu'il y a beaucoup de différences selon les régions. Ça stagne fortement en Europe et en Amérique du Nord, ça stagne aussi en Asie et en Amérique du Sud, ça stagne beaucoup moins. L'essentiel de l'accroissement démographique vient de l'Afrique, qui va assurer sans doute la moitié de l'accroissement démographique d'ici 2050. Alors, pour être un peu plus, vous donner quelques éléments de taux de fécondité, donc ça se base sur l'idée finalement que la fécondité qui a baissé en Europe, qui est passée donc en dessous du seuil de renouvellement des générations, en dessous de 2 enfants moyenne par femme, donc en Europe et en Amérique du Nord, stagnerait ou augmenterait peut-être très légèrement, en tout cas ne diminuerait pas forcément davantage, qu'elle continuerait de diminuer en Asie, où elle est à un tout petit peu plus de 2 enfants par femme, également en Amérique du Sud, mais surtout qu'elle se
ou elle diminuerait fortement en Afrique, et particulièrement en Afrique subsaharienne, où on est actuellement pas loin de 5 enfants en moyenne par femme, et on atteindrait en 2050 3 enfants en moyenne donc par femme. C'est cette baisse de la fécondité qui est prévue pour l'Afrique subsaharienne qui conduira finalement à une stagnation. En vérité, ce que 2 milliards, c'est une forme de stagnation de l'accroissement de la population. Ceci dit, ce qui est un défi démographique, c'est que cette stagnation revient, qui est normale dans une période de transition démographique, à un fort vieillissement de la population. Et c'est le nombre de personnes de plus de 65 ans qui aujourd'hui est à peu près de 1 personne sur 11 qui a plus de 65 ans dans le monde. À l'horizon 2050, ce serait 1 personne sur 6, dont 1 personne sur 4 pour l'Europe. Mais au-delà de ce vieillissement des personnes de plus de 65 ans, l'autre enjeu, c'est la montée dans la dépendance, puisqu'on prévoit un triplement des personnes de plus de 80 ans. Et ce, partout dans le monde. Donc c'est, à part la région africaine. Donc c'est bien ce montée en puissance, si j'ose dire, des nombres de personnes âgées, mais surtout des personnes très âgées qui constituent un défi. Où se situe la France par rapport à ce défi démographique? Elle est un peu une exception aussi en Europe, parce que l'accroissement démographique en France, il stagne, mais il continue, contrairement aux autres pays européens, à être lié à un accroissement naturel, c'est-à-dire que le nombre de naissances continue à être supérieur au nombre de décès en France. Et cet accroissement du fait que ce sont les naissances, il y a plus de naissances que de décès, fait qu'on a un accroissement naturel, ce qui n'est pas le cas des autres pays européens, où c'est plutôt l'excédent migratoire qui conduit à un accroissement démographique. Ceci dit, on a une deuxième exception, c'est que même si il y a de plus en plus de populations âgées, c'est à peu près 1/4 de population de plus de 65 ans en France, qui devrait donc augmenter d'ici 2050, nous sommes néanmoins parmi les pays, voire le pays le plus jeune de l'Union européenne, avec près de 12% de jeunes. Et là aussi, c'est une exception comparée à nos voisins, notamment immédiats, que sont l'Allemagne et l'Italie. Donc même si on a un accroissement démographique qui stagne et qui tend sans doute à diminuer, on est quand même le pays le plus jeune avec un accroissement démographique naturel qui fait que nous sommes une exception au niveau européen. Donc deuxième défi dont je voulais aborder, c'est le défi migratoire, où là aussi il y a beaucoup parfois de chiffres qui circulent et qui sont pas compliqué de faire en tout cas des prévisions, mais en tout cas il y a des choses que l'on sait à partir de l'observation des populations migratoires. Premièrement, c'est toujours l'idée de cette migration d'Afrique subsaharienne, où des chiffres parfois farfelus sont donnés. Alors au niveau des prévisions, on sait que l'Afrique subsaharienne, effectivement, il y a un accroissement démographique, et que si aujourd'hui elle constitue à peu près 14% de la population mondiale, elle constituera à l'aune des années 2050 environ 22% de la population mondiale. Mais ceci dit, l'Afrique est le continent qui migre le moins. L'essentiel des migrations intercontinentales, c'est l'Asie, c'est l'Amérique centrale et ce sont les Balkans. L'Afrique migre beaucoup moins que ces autres régions du monde, tout simplement parce que les pays pauvres, quand on est pauvre, eh bien on n'a pas les moyens de migrer. Et quand on migre essentiellement dans la région, c'est-à-dire dans les pays voisins, qui sont parfois eux aussi pauvres. Pour l'exemple de l'Afrique subsaharienne, 70% des migrations, c'est 70% de migrations dans des pays d'Afrique subsaharienne, seulement 15% vers l'Europe. Ce qui revient à 2050 en jouxtant avec les prévisions des Nations Unies, à ce que ça représente environ de 2 à 4% de la population européenne provenant donc de ces migrations subsahariennes. Et un dernier point, parce que je pense que mon temps est quasiment imparti, c'est on s'interroge aussi sur les effets potentiels du changement climatique sur l'immigration. S'il y a beaucoup de choses qui circulent, en réalité, il est impossible de faire des prévisions, de donner véritablement des chiffres. Ça n'a pas un impact, semble-t-il, sur les migrations intercontinentales ou de façon extrêmement indirecte. L'effet direct, ce sont des migrations dans la région, c'est-à-dire que les populations plutôt se déplacent et tentent à revenir après une catastrophe. On a pu observer ça notamment en Inde, à l'approche de cyclones, ou dans des régions où il y a eu des tsunamis. Les populations migrent, mais elles migrent temporairement et elles tendent à revenir et à s'adapter finalement en faisant face à ces aléas climatiques, à ces catastrophes climatiques, en modifiant les habitats, en construisant des digues plus hautes, etc., etc. La seule chose qui a pu conduire à des migrations définitives, c'est l'exemple de la Corne de l'Afrique, avec une très forte sécheresse, effectivement. Mais encore, c'est des migrations qui ne sont pas intercontinentales, qui se déplacent sur le continent également africain. Je ne sais pas s'il me reste Allez, vous avez la minute. Juste pour conclure, parce que effectivement, la démographie, on est sur l'étude des populations, et pas seulement des mouvements de population, aussi sur les conditions de vie. Et juste sur le Covid-19, pour être un petit peu dans l'actualité, et pour rebondir sur le deuxième aspect de cette table ronde, qui est la cohésion sociale.
les démographes se sont très vite saisis de la question du confinement, notamment en France. Et donc, il y a eu des enquêtes qui étaient menées chaque semaine qui interrogeaient donc la population française sur le vécu du confinement. Et ce que ça fait apparaître, c'est que le confinement ou le Covid, en tout cas, les effets du Covid, a augmenté sensiblement l'ensemble des inégalités, qui sont les inégalités de génération, les inégalités sociales, les inégalités de sexe. Inégalités sociales, à savoir que même ce sont les personnes âgées qui sont davantage touchées, de plus de 65 ans, ce sont aussi les populations les plus pauvres qui avaient des indices de comorbidité du fait, tout simplement parce qu'elles ont du diabète, enfin des pathologies qui conduisent à des mortalités plus importantes. Donc c'est aussi les vieux, mais les pauvres qui ont été davantage touchés. Donc les inégalités de santé sont véritablement un enjeu, c'est ce que ça montre. Deuxième inégalité de génération, on a dit, certes, c'est un impact sanitaire sur les populations âgées, il y a un enjeu autour du vieillissement, mais les indicateurs de conditions de vie se sont extrêmement détériorés pour les jeunes. Ce sont essentiellement les jeunes qui sont les victimes, en tout cas, des indicateurs de conditions de vie et de conditions sociales, pour ceux qui n'ont pas pu profiter en confinement chez leurs parents, détérioration profonde et un profond pessimisme aussi sur l'avenir. Et enfin, inégalité de sexe, parce que ça a invité quand même une forme de retour dans la sphère domestique des femmes qui avaient moins d'espace que les hommes, notamment dans les espaces de maison, mais également étaient plus souvent mises à temps partiel, au chômage partiel que les hommes, et ont également été celles qui ont assuré les travaux de care, qui ont les mis en première ligne face au Covid. Voilà. Merci beaucoup Sandrine pour ce panorama très clair et très détaillé de la situation démographique. Alors, Emmanuel Jiménez, il n'est pas en direct avec nous, il n'est même pas derrière notre écran, mais par contre, parce qu'il est à Manille, je vous précise, mais je l'ai interviewé sur les défis complexes liés aux questions démographiques. Alors, il nous parle, Emmanuel Jiménez, de risques, d'opportunités pour les économies émergentes. Je vous laisse l'écouter. 50 years ago, analysts predicted that overpopulation, especially in developing countries, would lead to famines and social upheaval. That has not happened. What do you think the demographic challenges are for emerging economies? Thank you, Marie. I'm pleased to be here. Yes, it's true. Analysts, including many economists who were business scientists, predicted famines and social upheaval. But agricultural innovation really helped to solve that problem. But also the other thing that happened is that fertility rates went down dramatically in most developing countries. What that's meant is that the population pyramid in these countries is no longer really a pyramid in which you have very many young people and only very few old people. In fact, what it looks like is more like a bulb in which you have a youth bulge, in which you have large numbers of still relatively young people, but not so many children and babies, and of course still not very many old people. In fact, analysts predict that young people aged 12 to 24 is now 1.3 billion, and that by 2035 it will be 1.5 billion. It's the largest cohort in history. Now, some people see these numbers as a risk. Young people make up a quarter of the working age population in many developing countries, but more than half of the unemployed. And yet these large numbers of people present these countries with an unprecedented window of opportunity, because with the declining fertility and this youth bulge about to enter the labor market, what that means is for a few generations, there'll be very many more working age people relative to the number of people who are not working, that is the elderly and the very young. This can be a tremendous source of growth for countries. The question is, can these countries become rich before they become old? With the right policies and institutions, people say that's possible. In fact, one study attributes more than a third of all the higher growth of the so-called East Asian tigers in the 1970s and 80s just to this population dividend alone. Now, what can countries do to make sure that they take advantage of this demographic dividend? About a decade ago, the World Bank, where I used to work, produced one of its flagship reports on youth and development and talked about three main strategies. One is to make sure that
countries broaden opportunities for young people to develop their human capital. This, of course, includes not just getting more kids to school. In fact, many developing countries have made tremendous progress in the quantity of education, number of kids in school. But it means that improving what those kids learn when they're in school, the quality of education is still an issue. This goes beyond making sure that teachers are well trained and motivated. It also means making sure that young children are better prepared to go to school through programs such as early childhood education, which research has shown has tremendous returns, not just in primary and secondary school, but many generations thereafter, including perhaps lowering crime rates for young adults. The report also talked about the need to measure quality of education and to monitor that over time. Not many countries have been doing this, although more have been doing it lately. Another way to broaden opportunities is to make sure that young people are able to enter the labor market in an easy way that actually gets them on a good start to a working career. And getting first jobs is difficult for many young people because they're inexperienced. In the countries where it is very hard to fire people, for example, or which have relatively high minimum wages, their unemployment rates for young people are higher because of these inflexible labor laws. So it might mean that countries need to look at labor laws to make sure that they're not biased against young people. So that's the first step, is to broaden opportunities for young people to develop their human capital. The second leg of the strategy that report talked about is having helped people broaden the opportunities, is helping them choose among those opportunities. Whether they like it or not, I have 4 kids myself, so I've gone through this several times, that young people start to make their own decisions about whether or not they go to school and if they do well in it, whether or not they take care of themselves in terms of their health. But we have to make sure that they're well. Donc, ils sont responsables de leur choix. Et les jeunes ont montré... on a vu des enfants qui avaient fini l'école primaire, l'école secondaire, et qui ont eu ces informations. Ils restent plus longtemps dans l'éducation. Donc, ce que les sources montrent également, c'est que le problème des talents des personnes, ça va jouer un rôle de plus en plus important, leurs compétences. Donc, il faut aider les gens à choisir parmi toutes ces opportunités et prendre les meilleures. La troisième idée, c'est de s'assurer que les jeunes ont une deuxième chance dans la vie. Et donc, si la situation ne se présente pas comme ils l'avaient imaginé, donc il y a des systèmes qui ne sont pas aussi rigides, et les jeunes ne sont pas cloisonnés dans des postes et qui ne puissent plus, qui les empêcheraient d'évoluer. Donc je pense que les défis démographiques sont nombreux. Ils sont aussi liés à des opportunités pour certains de ces pays. Et oui, il y a des opportunités liées à la démographie. Il faut en profiter. Il faut que ces jeunes saisissent ces opportunités. Et il faut également qu'on leur donne une deuxième chance. Voilà, alors on va remercier encore Emmanuel Jiménez de s'être livré à cet exercice. Qui n'était pas facile. Voilà, on le remercie d'avoir été avec nous. On va rester un petit peu dans le même environnement avec vous, chez Karcha, puisque vous allez, nous parler de la transition démographique en Inde, en Asie du Sud et en Afrique, en la reliant aussi au défi de la qualification et de l'employabilité dans ces pays. On vous écoute sur votre analyse de ce point précis. Thank you, Marie Viso, and Merci Marie Viso.
C'est un plaisir d'être avec vous dans le cadre des rencontres du Cercle des économistes. Ce que je veux dire complète ce qu'a dit mon prédécesseur, M. Jiménez. C'est vrai que nous avons une main-d'œuvre qui est très importante, beaucoup plus importante que celle de la Chine. Cela fait partie de la transition démographique dont se sont fait l'écho les deux précédents orateurs. Nous avons beaucoup de jeunes gens qui arrivent sur le marché du travail. Ce sont des très jeunes. Et vous avez aussi la population dépendante, et puis il y a aussi des jeunes qui n'ont pas encore atteint ou qui ne sont pas arrivés sur le marché du travail. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le dividende démographique. Et pour les grands pays tels que l'Inde, il y aura beaucoup de défis à relever, au même titre d'ailleurs que pour les pays en Afrique. Comment utiliser au mieux ce dividende démographique? Parce que l'histoire nous enseigne qu'aucun pays qui est développé va pouvoir tirer parti de ces dividendes démographiques. Et donc, ces pays sont devenus riches. Monsieur Jiménez a utilisé une expression issue d'un rapport du Conseil sur la recherche appliquée. Donc, en fait, les pays deviennent riches avant de devenir vieux. Mais cela s'applique à tous les pays, tant les pays en développement que les pays développés. Alors, bien sûr, il y a beaucoup de défis, d'enjeux en Inde, en Asie, mais aussi en Afrique et dans les pays en développement. Il y a un défi à trois dimensions. Créer des emplois qui soient bien payés. Si vous n'avez pas des emplois, c'est très difficile pour les jeunes de savoir de quel type d'aptitude et de quel type de compétences ils ont besoin. Et ainsi, ils ne pourront pas savoir dans quel emploi ils se retrouveront. Donc, il faut savoir quel type d'aptitude et de compétences permet de renforcer les possibilités de trouver un emploi. Il faut aussi trouver des passerelles vers l'emploi. On en a déjà parlé. Il faut aussi protéger ces travailleurs à faible qualification qui sont très pas bien payés et qui ne peuvent pas rentrer sur le marché du travail. Donc, comment les protéger par le biais de mesures et de régimes de protection sociale? Ce sont les dimensions que doivent prendre en considération les décideurs politiques. Il y a un autre aspect des choses. La taille de la main-d'œuvre, et là je parle de l'Inde. L'Inde a besoin d'1 million d'emplois tous les mois. Et ce qui est important, c'est de pouvoir employer différentes personnes. Et donc, il y a trois types de compétences et d'aptitudes. Les connaissances cognitives, les compétences en matière de comportement social, ce sont les fondements sur lesquels on peut construire une bonne main-d'œuvre. Ensuite, les compétences d'employabilité, c'est-à-dire les compétences qui vous permettent d'avoir les bonnes aptitudes pour travailler, les capacités qui vous permettent de mieux communiquer, et puis les connaissances générales, les capacités générales, et puis les connaissances, les compétences entrepreneuriales qui permettent aux personnes de prendre des risques raisonnés, des risques sages. Et il s'agit en fait d'apprendre tout au long de la vie afin de s'assurer que tout au long de leur vie, ils pourront rejoindre le marché du travail. Donc voici la structure qui définit une ossature, comment créer ces compétences et comment s'assurer que ces jeunes gens qui sont le produit de ces dividendes démographiques, donc comment peuvent-ils œuvrer pour la prospérité du pays. On parle de l'acquisition des compétences, des aptitudes. Les décideurs doivent réfléchir
à la façon dont les personnes puissent continuer à acquérir des compétences tout au long de la vie. Vous avez l'acquisition des compétences et ensuite il s'agit de faire en sorte que les compétences cadrent avec les emplois qui sont disponibles. Il s'agit en fait un retour de leur acquisition des compétences. Il faut anticiper aussi les compétences. On a du mal à comprendre l'avenir et le marché du travail de l'avenir, et le coronavirus a aggravé cette question. C'est un défi. C'est vrai que nous travaillons de façon différente. Je suis à Delhi et on communique par vidéoconférence. Sinon, je serais venu à Aix-en-Provence et j'aurais été avec vous dans le cadre de cette table ronde. Donc, mon bureau est fermé depuis 100 jours, mais on travaille quand même à la maison 10 à 12 heures par jour. On utilise différents moyens numériques. Donc l'anticipation des compétences est essentielle. Il faut un apprentissage à long terme, un apprentissage tout au long de la vie. Bien sûr, il ne s'agit pas simplement de se concentrer sur la capacité à avoir un emploi, mais sur la capacité à perpétuer ses connaissances et ses compétences. Donc voici un petit peu le cadre qui nous permet de discuter avec les décideurs politiques. Comment les dividendes démographiques permettent à l'Inde de devenir riche avant de devenir un pays où il y aura beaucoup de vieux. Et il s'agit d'enjeux pour tous les pays en développement, mais aussi pour les pays développés. Mais bien sûr, cela concerne l'Afrique, mais cela concerne aussi l'Asie du Sud. En Asie du Sud, c'est là que l'on trouve beaucoup de jeunes. Donc ces enjeux, ces défis vont jouer un rôle prépondérant. C'est pour cela que les décideurs politiques doivent transformer ces dividendes démographiques dans des mesures qui permettront de changer le cap pour ces pays. Voilà, merci. Vers vous au moment des questions-réponses parce que je commence à en recevoir et nul doute qu'il y en a qui vont vous intéresser. J'en profite d'ailleurs pour vous encourager à continuer à poser vos questions sur ces questions d'enjeux démographiques. On essaiera d'y répondre le plus possible. Alors Myriam Durand, après avoir entendu toutes ces analyses, on a évidemment envie de vous demander quel peut être l'impact de la démographie sur les questions de crédit. You may wonder why someone in a rating agency is Vous vous demandez pourquoi je viens ici et parler de démographie. La situation est simple. Cela est important. Cela peut avoir un impact sur la capacité de l'État à repayer ses dettes. On a parlé des risques environnementaux par la voix de Sylvine Dauphin l'année dernière. On a parlé des risques environnementaux et Moody a décrit les risques. Il y a beaucoup de risques, mais les risques environnementaux sont importants. Dans le domaine social, dans le domaine démographique, on s'est rendu compte que l'on parlait de 28 secteurs qui faisaient partie d'une cartographie à des dettes, avec des dettes qui se montent à 8 trillions. Je voudrais aborder 3 thèmes aujourd'hui. Alors tout d'abord, si vous avez un bon taux de naissance, un bon taux de natalité, si la démographie est pertinente, cela permet de renforcer le potentiel du pays. Bien sûr, il est important de pourvoir à l'éducation de base pour ces personnes. Il faut que ces personnes aient accès au système de soins, aux systèmes sociaux, mais ce n'est pas suffisant parce que vous avez des personnes qui sont très bien instruites. Mais si le taux de chômage est très élevé chez les jeunes, alors je dirais que la cohésion sociale peut se fissurer. Dans les pays vieux, prétendument vieux, comme ma collègue l'a décrite, je pense que le potentiel de croissance peut être recouvré. Il y a plusieurs façons d'y parvenir. Comment peut-on remettre les femmes sur le marché du travail? J'ai montré sur Twitter un graphique qui décrit la situation. On voit que ce taux d'emploi féminin augmente
et il a atteint... Il y a une augmentation de 75%, alors qu'aux États-Unis, la courbe était beaucoup plus plate et en 2014, les courbes se sont croisées. Par ailleurs, il faut que les personnes âgées rejoignent le marché du travail et c'est un sujet majeur, notamment en Europe. Et l'affilié de Moody's a réalisé une étude et seulement 2% des programmes ont pour but de ramener sur le marché du travail des femmes. Par ailleurs, il s'agit de combattre le chômage à long terme. Et je vois que c'est une tendance qui accourt depuis quelques décennies. Alors, pour ramener les personnes sur le marché du travail, il faut augmenter la productivité. Mais cela diffère selon les pays. En Allemagne, il y a eu des réformes qui ont été menées il y a 20 ans. Et ces réformes ont permis d'assouplir et de flexibiliser le marché du travail. Donc ça, c'est le premier point. La démographie a une incidence sur le potentiel économique, la croissance du potentiel économique. Alors, on a déjà parlé des personnes âgées, notamment sur plusieurs continents. Il faut savoir exactement ce que peuvent faire les gouvernements. Et en fait, les gouvernements vont subir de plein fouet le vieillissement de la population. Cela aura un impact sur le système de santé. Cela mettra de la pression sur le système de santé. On en veut pour preuve ce qui s'est passé pendant la crise du Covid. Cela aura un impact sur les pensions, les retraites qu'il faudra payer. Et donc, les gouvernements ont deux choix. Soit ils réduisent les dépenses ailleurs, ou peut-être qu'ils vont réduire les dépenses liées à la retraite et liées à la santé. Et ça, c'est le débat qui porte sur la réforme des retraites, où ils pourront décider d'augmenter les impôts, où ils pourront aussi entretenir des déficits très élevés. Mais des déficits très élevés, cela se traduit par un endettement aussi beaucoup plus lourd. Donc en fait, ce sont des choix difficiles qu'il faudra prendre, mais il faudra s'en tenir là. J'ai parlé beaucoup des pays déjà. Ces questions sociales et démographiques ont des ramifications sur le monde des entreprises parce qu'on voit que les gens changent leur comportement, leur mode de vie se modifie, les schémas de consommation changent. Alors je pourrais parler de l'éducation et du système de santé. Je voudrais vous parler de l'industrie du jeu, en fait. On voit que l'industrie du jeu est beaucoup plus prégnante maintenant que par le passé. Alors, je ne sais pas ce que la France dirait tout cela, mais c'est vrai que la jeune génération boit beaucoup moins d'alcool que nous, notre génération, et que la génération qui nous a précédés. Mais en fait, je pense que cela aura des implications que nous devons prendre en compte, nous, les agences de notation. Et pour terminer, s'agissant du Covid, nous avons vu l'impact du Covid sur la santé, l'influence sur la démographie et nous avons vu aussi l'impact sur les personnes âgées. Donc, en guise de conclusion, quelle que soit la façon dont vous abordez cette question, il faut penser aux questions sociales, aux questions environnementales et à la question de la gouvernance. Parce que tous ces facteurs ont un impact sur les crédits et je pense que cela ne va pas toucher qu'un seul continent, mais le monde entier. Que je me pour conclure cette présentation, avant que nous débattions tous ensemble, alors vous allez conclure en vous concentrant, Lionel, sur l'aspect vieillissement démographique. Tout à fait, merci Marie. Et même au-delà de la conclusion, je vais peut-être introduire des questions pour le débat. Parce que mon propos va peut-être être
va peut-être être marqué par plus d'inquiétude par rapport aux intervenants précédents, où il y a eu beaucoup d'interventions qui nous proposaient des solutions, en particulier pour les jeunes dans les pays émergents, mais qui peuvent se retrouver aussi dans les pays développés tels que la France. Et moi, je voudrais quand même soulever une petite inquiétude, et qui est en rapport finalement avec l'intitulé de ces rencontres. L'intitulé de ces rencontres, c'est face au dérèglement du monde, on va s'en sortir. Et quand on utilise le terme on va s'en sortir, c'est que la situation n'est quand même pas très très bonne. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce point-là plus clairement, et peut-être avec un focus très franco-français. Hein. Je m'en cache pas, mais on a déjà abordé pas mal de choses avec les pays émergents, où Sandrine nous a rappelé un petit peu ce qui se passe au niveau mondial et dans les différentes grandes régions. Et alors pourquoi mon propos va je ne parlais pas de pessimisme, mais d'inquiétude. Parce que on parle de cohésion sociale face au changement démographique. La France est, comme l'a rappelé Sandrine, marquée par le vieillissement. Hein. On a un vieillissement mais par le haut, pas tellement par le bas, puisque vous l'avez rappelé, on a encore plus de jeunes qui naissent que de personnes qui décèdent. Donc on est moins inquiet de ce côté-là, mais on a un vieillissement par le haut. Et ce vieillissement a déjà créé des tensions générationnelles, en quelque sorte, puisqu'on a quand même eu un petit débat autour de cette génération du baby-boom, qui a bénéficié des 30 glorieuses, et certains commençaient à se plaindre en quelque sorte en disant mais on nous fait payer de plus en plus de cotisations retraite pour leur assurer en plus une retraite dorée. Donc on avait déjà des tensions, on va dire générationnelles, mais ça restait des tensions, hein, donc pas de problème majeur, mais avec le problème du financement de la retraite. Et où l'inquiétude est plus importante, c'est, ça a été rappelé par tous les intervenants, je ne tiendrai pas le même propos si ça avait été l'année dernière. C'est qu'il y a eu le Covid-19 entre-temps, et que le Covid-19, ça ne va pas être qu'un problème conjoncturel, c'est un problème structurel qui est devant nous. Et que cette crise, parce que cette crise sanitaire, alors elle n'est pas complètement terminée, on espère qu'on en est vers la fin, mais elle va déboucher quoi qu'il en soit vers une crise économique de grande ampleur, la plus grande crise économique qu'aura connue la France depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout simplement parce qu'il a fallu mettre une chape de plomb sur l'économie française pendant 2 mois, et qu'on ne s'en remet pas aussi facilement que ça. Et donc cette crise économique, elle va être de grande ampleur, et si on se rappelle un peu déjà ce que la crise de 2008 a entraîné comme problèmes sociaux au niveau français, mais aussi au niveau géostratégique, hein, géopolitique, la crise de 2008, elle est quand même plus ou moins à l'origine de la montée des populismes dans les pays développés, et elle est aussi à l'origine des printemps arabes, hein, même si ça a été le déclencheur, hein, comme souvent, hein, les révolutions émanent de crises très dures économiques. Et alors, en France, la crainte, c'est que justement, elle risque de raviver des tensions générationnelles. Et il faut effectivement bien réfléchir aux politiques à mettre en œuvre pour maintenir cette cohésion sociale entre les différentes générations. Alors, avant de parler de la crise économique et de ses impacts, déjà, Sandrine Dauphin l'a bien rappelé, la crise sanitaire en elle-même a montré des inégalités, y compris générationnelles, comme vous l'avez souligné. Donc, ce sont quand même les plus de 65 ans qui ont été le plus affectés, hein, par le virus, beaucoup moins les jeunes, même si tout le monde n'était pas à l'abri. Donc, il y avait déjà une certaine inégalité de ce point de vue-là. Mais néanmoins, on voit bien que... la caricature quelque part, hein, c'est le président américain et le président brésilien qui jouent un peu justement sur les problèmes générationnels en disant mais est-ce que ces coûts économiques qui ont des répercussions très fortes sur les jeunes actifs et autres par rapport aux vies sauvées, ils le mettent en balance, hein, très clairement. Et donc cette question elle s'est posée, on l'a entendu, beaucoup moins marquée dans les décideurs publics en France, mais on l'a entendu parfois dans nos proches et autres. Et donc la crise sanitaire elle-même a déjà posé ce problème générationnel. Et la crise économique qui va suivre va le poser de manière plus accrue, très clairement. Pourquoi ? Parce que, bon, l'image, c'est vrai qu'on a, c'est que les milliards pleuvent pour l'instant. Il pleut beaucoup, mais il ne faut pas se tromper. Tout le monde se dit, bah, vous voyez, la dette, c'est pas important. Regardez, là, on peut nous sortir 500 milliards. Bon, finalement, il n'y a pas de souci de dette, etc. L'enjeu, il était majeur. Il ne fallait pas que l'économie s'effondre. On n'est pas à l'abri d'un effondrement de l'économie, donc effectivement vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire que vous pensez que malgré les milliards, on n'est pas à l'abri mais il y aura quand même une crise, voilà, il y aura quand même une crise économique derrière. Donc ça empêche l'effondrement, ça n'empêche pas qu'il y aura une crise. Elle va être plus ou moins atténuée, mais il y aura une crise. Et
le problème, c'est que ces milliards, ils ne peuvent pas tomber indéfiniment. Et donc, quand il va falloir à nouveau financer, et c'est là qu'on revient à un problème de cohésion sociale, certains programmes sociaux, en particulier en faveur des plus âgés, il n'y aura plus ce robinet. Ce robinet ne sera plus là, et il va falloir à nouveau faire des arbitrages. Et c'est là où le conflit générationnel risque de se poser, parce qu'on va être confronté avec, on nous annonce 900 000 chômeurs d'ici l'année prochaine supplémentaire. Tout le monde a bien compris et tout le monde intervient en disant mais il ne faut pas qu'il y ait une génération sacrifiée, donc il y aura des moyens à mettre sur les plus jeunes, et il faut le faire, bien évidemment, mais pour les plus âgés, la situation ne va pas s'améliorer très clairement. Je prends juste deux exemples. Il y a le problème des retraites n'est pas réglé en France. C'est revenu encore d'actualité aujourd'hui, comme vous l'avez vu avec le remaniement ministériel et l'annonce du président de remettre sur la table la réforme des retraites. On n'a pas réglé le problème du financement à terme des retraites en France. Et juste pour donner un exemple de la crise, mais là c'est l'impact de la mise sous cloche de l'économie, le déficit de l'assurance vieillesse était estimé à 4 milliards, 4 milliards 2 cette année, et les dernières estimations le mettent à plus de 30 milliards. Donc, et les systèmes de retraite, ils sont nécessairement destinés à être de plus en plus déséquilibrés. Alors, pas nécessairement. Enfin, donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui touche aussi les plus âgés, c'est le problème de la perte d'autonomie, qui est lié au vieillissement démographique, un vrai problème. Tous les décideurs publics en étaient conscients, mais il n'y a jamais eu vraiment de moyens importants qui ont été mis en avant. Là, il y a eu un pas décisif, entre guillemets, avec la mise en place de ce qu'on appelle la 5e branche, mais le problème du financement n'est pas réglé. Il y a 1,5 point de CSG qui est promis, mais quand on voit que la dette sociale va à nouveau fortement augmenter, va se reposer aussi le problème de la CADES, c'est-à-dire le financement de la dette sociale. Donc on les a enlevés là, mais dans une perspective plutôt favorable, qui est de l'ordre de 2 milliards, 2 milliards 3, alors que les besoins sont autour de 6 milliards à l'horizon 2025 et 9 milliards à l'horizon 2030. Donc on voit bien qu'il va y avoir des arbitrages importants dans une période qui va être très difficile et où il faudra à tout prix éviter, je pense, ces tensions générationnelles et donc maintenir cette cohésion sociale. Mais on a quelques pistes, elles ne sont pas aussi simples que ça. Alors, j'ai tout de suite envie de demander à Sheikh Archa, je pense qu'il est toujours avec nous, est-ce que dans les pays en développement comme ça, comme ceux que vous étudiez et que vous connaissez bien, ces tensions générationnelles, vous les sentez ou vous les redoutez ? Donc Lionel a parlé des tensions sociales qui ont été créées par la crise du Covid-19. C'est le cas dans les pays évidemment émergents comme l'Inde ou comme la France ou le Japon, c'est pareil. Les tensions sociales viennent d'une variété de sources. D'abord, le coronavirus a un impact différent sur les personnes qui ont des problèmes de comorbidité et qui sont bien plus vulnérables. Et évidemment, on sait maintenant mieux comment le virus évolue et on en apprend tous les jours. Mais il y a un impact différent pour la partie vieillissante de la population et pour la partie la plus jeune. La deuxième chose, c'est un problème fondamental de fond, c'est qu'il n'y a pas assez d'emplois et d'opportunités qui sont créés pour les jeunes. La frustration va augmenter, les tensions sociales vont augmenter et tout cela évidemment va être exagéré encore davantage par la crise actuelle. Le confinement de la France pour 2 ans, l'Inde a eu un confinement encore bien plus long. L'infrastructure médicale de l'Inde n'était pas suffisamment solide pour supporter cette montée en puissance de nombre d'infections. Donc on ne peut pas continuer ces confinements indéfiniment parce que nous n'avons pas de moyens pour aider les gens qui n'ont pas qui ne gagnent pas d'argent. Donc chaque pays a dû déconfiner. Et avec le déconfinement vient une peur évidemment naturelle d'être infecté, d'attraper le virus et de ne pas avoir accès à des infrastructures de soins correctes. Donc la capacité des pays de générer et de créer des emplois pour les jeunes
où la capacité ou l'incapacité du pays à créer des emplois va être une source de tension partout dans le monde. C'est certain dans la partie vieillissante de la population dans les pays émergents, mais également dans les économies émergentes comme l'Inde, où nous avons le plus grande force de travail du monde, où ça va être le cas dans quelques années. Donc cette force de travail qui va donc changer, qui va évoluer de tranche d'âge, ça va être difficile pour eux de trouver des emplois qui vont leur donner des satisfactions, qui vont permettre aux familles d'accumuler de la richesse, de sorte à ce que quand cette jeune population va vieillir, ils auront besoin, ils seront la population vieillissante la plus importante. Ils auront besoin de services médicaux, ils auront besoin de systèmes de soins, ils auront besoin d'un système de retraite. Et c'est là où il va y avoir d'autres problèmes qui vont se créer. Donc l'entrée des jeunes dans la force de travail, le fait d'accumuler de la richesse et ensuite de payer pour leurs soins qui, à un âge avancé, vont créer beaucoup de tensions. Lionel, votre inquiétude, elle est partagée. Hein. Quand on pousse un peu le sujet, on se rend bien compte qu'il y a quand même des problèmes qui s'ouvrent à nous. Alors, je vais commencer à attaquer les questions du public parce que vous nous en avez envoyé et donc il est normal qu'on y réponde. Je les prends un peu dans le désordre. Hein. Alors, Maxime de Simone nous demande, faut-il penser les politiques de cohésion sociale à l'échelle d'un pays, d'une région ou d'une agglomération? Faut-il donner des directions globales, mais laisser l'échelon local concevoir, expérimenter ou piloter ces politiques? Lionel, je me retourne vers vous. Merci. Mais de toute façon, c'est à tous les échelons. Pour les politiques sociales, hein, en général, ça se fait à tous les échelons. Il y a certaines politiques qui peuvent se faire qu'au niveau, de l'autre côté, au niveau national. On ne va pas avoir une politique de transfert public ascendant comme les retraites à un niveau local. Ça reste du niveau national. Par contre, sur l'aide aux jeunes, peut-être qu'il y a plus de moyens au niveau des collectivités locales pour intervenir. Donc, il faut négliger aucun des échelons. D'accord. Sandrine, vous approuviez? Oui, peut-être juste un petit rebond. C'est vrai qu'on a toujours, même là, je donnais des tendances au niveau mondial, après au niveau d'un pays, mais il faudrait regarder les territoires. Quand on parle de la France, je dirais entre le centre de la France, le nord de la France, l'ouest, c'est encore très différent. Et on oublie trop souvent les territoires d'outre-mer qui font face là des enjeux en termes de cohésion sociale encore plus aigus, parce que par exemple les Antilles sont dans une transition démographique extrêmement rapide en termes de vieillissement, plus de migration des jeunes vers la métropole, qui fait que ça va être l'un des départements les plus vieux en 2030, notamment voilà, aussi bien la Martinique que la Guadeloupe, et avec pas de structure pour les personnes âgées et des questions sanitaires qui sont plus aiguës que chez nous. Ok, merci. Alors, j'ai une question qui, là, je pense, va directement à vous, Myriam Durand. Est-ce que la démographie a déjà eu un impact sur la note d'un pays? Pas de manière complètement directe, c'est-à-dire que on peut pas dire qu'on a dégradé la notation d'un pays uniquement pour des raisons démographiques. Mais en revanche, le fait que ce soit un facteur important et que, comme on l'a vu, il y ait des ramifications au point de vue économique et qui vont jusqu'au tissu économique dans les entreprises, oui, c'est important. Si on regarde juste la démographie, rien qu'en Europe, l'âge médian en Allemagne est au-dessus de 46 ans, en Italie aussi. Et je crois que le maximum, Sandrine me corrigera si j'ai tort, mais c'est 47, quelque chose au Japon. Donc on est déjà dans des territoires, dans certains pays d'Europe, où l'âge médian est très très élevé. Mais dégrader un pays rien qu'à cause de la démographie, non. Non, notamment parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui peuvent soutenir la note du pays, la dette sur le PIB, le type d'institution, le type de politique qui est menée, etc., etc. Donc c'est un facteur important, mais qui ne conduit pas à la note. On retient bien un parmi d'autres. C'est ça. Alors, ça poursuit un petit peu la discussion qu'on a commencé à avoir tout à l'heure. La France vieillit et doit s'organiser pour répondre aux besoins des seniors, mais les jeunes, quelle place peuvent-ils espérer? Alors ça, c'est un cran au-dessus de l'inquiétude sur ces tensions générationnelles. C'est les jeunes, que peuvent-ils espérer? C'est un peu dur comme question. Je ne sais pas si quelqu'un qui est jeune, c'est un anonyme qui se dit, mon Dieu, quelle place vais-je avoir dans cette société qui s'ouvre à moi? Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre?
Mais ils peuvent espérer plein de choses. Oui, Il faut pas, bien sûr. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser le terme d'inquiétude que de pessimiste. Il ne faut pas être pessimiste. Mais effectivement, on va avoir un marché du travail avec des difficultés pour la génération qui va rentrer cette année sur le marché du travail. Je pense que les décideurs publics à tous les échelons ont conscience de la difficulté que va rencontrer cette génération et sont en train de mettre en place beaucoup d'instruments pour les aider. Et c'est pas le problème qu'ils vont rencontrer dans les mois qui viennent n'est pas lié au vieillissement démogaphique. Il est quand même il est lié au Covid, il est lié au Covid-19. Donc très clairement. Donc le problème qu'ils vont rencontrer, il ne faut pas le relier au changement démographique, en particulier au vieillissement. Non, je suis d'accord, je rajouterais que cette crise est probablement la pire qu'on ait vue depuis extrêmement longtemps. Mais si on regarde en arrière, et alors là je vais jouer le vieux crocodile, mais 1991, guerre du Golfe, 2003, le SARS, on en a vu des crises. On a réussi à rebondir, et les jeunes qui sont rentrés sur le marché du travail à ce moment-là, moi j'ai commencé à travailler en 91, donc je m'en souviens bien, c'était très difficile. Là, le problème qui se pose, je pense que c'est une crise d'une ampleur vraiment inédite. Donc il va être plus difficile d'en sortir et ça va peut-être prendre plus de temps. Mais les jeunes ont aussi des capacités d'adaptation, ont une agilité et une manière de se former que certains d'entre nous n'ont déjà plus. Donc ils auront aussi la possibilité, je pense, de s'adapter à ce monde nouveau, de proposer des changements et des innovations qui font que le monde de demain sera de toute façon différent du monde d'aujourd'hui. Ayons de l'espoir. Ayons de l'espoir. Oui. Oui. Alors bon, je prends quand même la question d'après. Ayons de l'espoir. Cette situation de défiance et de fracturation de la société, j'imagine que la question est arrivée au moment où on parlait de tout ça, forme du populisme, ce qui ne peut durer. Il y a urgence à donner du sens et une perspective d'avenir dans nos sociétés afin d'intégrer tous ces membres à la vie économique, politique et sociale. Alors là, je pense qu'on est un peu plus large que les simples questions démographiques, mais c'est quand même une question importante, cette fracturation de la société, le populisme, les conséquences du populisme. Voilà, je vous transmets cette question. C'est ce que j'ai évoqué dans l'intervention. Tout à fait. Clairement, c'est que la crise de 2008, elle n'explique pas tout, mais c'est le déclencheur quand même d'un certain nombre de phénomènes sociaux, politiques, et en particulier le populisme, parce que justement, elle a marqué un frein important, et un certain nombre de personnes, de catégories sociales, ne voyaient plus tellement de perspectives d'évolution, aller vers une meilleure situation. Et d'ailleurs, nous, on l'avait vu, on avait fait des travaux justement sur l'impact des différentes réformes de retraite en France, et on s'est amusé à regarder justement les évolutions intergénérationnelles. Et on avait vu que s'il n'y avait pas eu la crise de 2008, toutes les générations à tous les âges ont connu un meilleur niveau de vie que les générations précédentes. Oui. Donc, mais sauf à certains âges après 2008. Donc vous voyez que la crise de 2008 avait fait en sorte que, alors on ne compare pas directement, c'est compliqué, nous on avait pu le faire si on avait les données, mais certaines générations, certains âges ont pu se retrouver dans une situation moins bonne que les générations présentes au même âge. Et là c'est vrai que du coup avec cette crise une ampleur qui va être très conséquente, et vous l'avez rappelé, mais surtout parce qu'elle est mondiale. Donc il n'y aura pas de zone géographique pour tirer l'économie mondiale. Tout le monde va être en dépression pendant un certain temps. Donc ça va s'accumuler, ça va s'entraîner. C'est ça la grande crainte. Et donc là, comme elle va être de plus grande ampleur, clairement, ça peut entraîner ce déclassement, mais plus qu'un déclassement social. C'est-à-dire que et plus qu'un sentiment de déclassement. Plus qu'un sentiment, c'est un vrai déclassement. C'est une réalité. Alors, je continue, tac, tac, tac. Alors, parentalité et parenté européenne demeurent entravées par des asymétries juridiques et constitutionnelles au sein de l'Union européenne. Je sens qu'elle n'est pas facile, celle-là. Quand ces données seront-elles intégrées dans l'équation économique démographique à résoudre? On a le droit de dire joker. Là, c'est l'inèdre, mais... Ouais. On peut en avoir une interprétation. On peut en avoir parentalité, parenté, j'imagine que c'est une question éventuellement de filiation. Est-ce que ce sont les accès, notamment tout ce qui est autour de la GPA, autour de la PMA? On a le droit de dire que c'est pas du tout le thème de notre session et de passer à la question mais ça n'a pas d'impact, en tout cas démographique. Ça représente très très peu de couples qui font appel de toutes les façons à ce méthode-là. Ça n'a pas d'impact du tout démographique. Alors si la personne veut préciser sa question, je n'ai pas son nom, qu'elle n'hésite surtout pas à envoyer un petit message sur le site du Cercle des économistes, on y répondra. En revanche, ça a un impact sur la cohésion sociale. Ça peut avoir un impact sur la cohésion sociale.
Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors moi j'ai aussi envie de vous poser une question. Ces changements démographiques, ça prend du temps. Comment quelque chose qui prend autant de temps peut être intégré dans des politiques économiques, sociales, sociétales, de gouvernements et d'exécutifs qui n'ont en général pas cette même vision temporelle, des tendances de long terme. Dans de la politique, pas d'urgence, même si ça a été le cas ces derniers temps, c'était de la politique d'urgence, mais des politiques qui ne sont pas sur les mêmes temporalités. Comment on fait pour intégrer ces données sur le long temps? J'ai bien commencé, mais vous voyez, on a eu l'exemple de ce qui s'est passé ces derniers mois. C'est très compliqué, parce que les problèmes du vieillissement démographique en France, ça fait depuis 30 ans qu'on en parle. Ça fait 30 ans que les différents gouvernements le mettent sur la table, mais n'apportent pas véritablement les moyens financiers pour les résoudre. Et donc, c'est un peu le même problème que le changement climatique. Ces phénomènes qui prennent du temps, qui sont longs, les impacts négatifs apparaissent petit à petit, et donc les gouvernements, tant qu'ils n'ont pas le couteau sous la gorge, ils attendent. Et vous voyez, par contre, quand ça vous tombe brutalement dessus, comme le Covid-19, là, pouf, ça réagit tout de suite. Donc c'est compliqué. Je travaille aussi sur l'environnement. Ça fait 20 ans qu'on se bat pour expliquer que plus on prendra les mesures tôt, moins elles seront coûteuses et moins, plus simple ça sera à faire pour faire en sorte que ça ait le moins de répercussions négatives sur l'économie. Mais c'est un peu le Sisyphe. Hein. On a cru avoir amené le rocher en haut et hop, il redescend. Le parallèle avec l'environnement est excellent parce que c'est exactement la même chose. Il a fallu 21 COP pour arriver à un accord, l'accord de Paris signé en 2015, et il a été jeté aux orties par un certain nombre de pays, y compris les États-Unis, dans la foulée. Donc c'est exactement ce que vous décrivez. C'est compliqué, c'est multiforme, ça prend du temps. On n'est pas toujours complètement sûr des impacts, c'est-à-dire qu'on a une idée, mais les scénarios qui ont donné lieu à l'accord de Paris, il y en avait tellement. Est-ce que c'était 1,5 degré, 1 degré, 2 degrés, 5 degrés, 3 degrés? On peut s'étriper rien que sur les scénarios. Donc c'est compliqué. Moi, ce que je noterais, c'est qu'il y a des pays, par exemple au Maroc, où la transition est encore plus rapide. Et donc on parle de pays comme la France où on a mis du temps pour voir cette transition démographique. Qu'est-ce qui va se passer dans les pays où ça accélère et il faut prendre des mesures peut-être encore plus rapidement? C'est très compliqué cette question, mais pourtant c'est au cœur des... Oui, sur les retraites, tous les gouvernements avaient conscience du problème de financement à terme. Et puis on le repousse, on ne cesse de le repousser jusqu'à se dire ce sera peut-être mon successeur qui traitera. Parce qu'il n'y a pas de consensus dans la société sur le moyen de résoudre ce problème-là. Et alors à quelle échéance la question démographique, dont on est quand même bien conscient qu'elle pose problème déjà aujourd'hui, à quelle échéance on a le couteau sous la gorge? Je veux dire, sur le problème du financement pour les personnes âgées, alors les retraites c'est un peu différent, mais on va prendre la perte d'autonomie. La crise du Covid-19 fait que ça s'impose clairement maintenant, parce que la situation des EHPAD a montré qu'on n'était pas à la hauteur forcément de ce qui était attendu pour un certain nombre de personnes âgées. Et donc là, il va se passer des choses, oui, clairement. Mais c'est parce qu'il y a eu un choc externe, telle que cette pandémie, parce que sinon je ne suis pas certain qu'on ait eu des actions très fortes sur ce sujet-là à très court terme. Alors, je continue. Tac, tac, tac. Pourrions-nous créer le revenu capitaliste universel? Capitaliste? Oui, le RCU fonctionnerait comme l'impôt négatif, mais les contribuables recevraient des bons d'achat spéciaux plutôt que du numéraire. Ces bons valables pour une durée limitée permettraient d'acheter des actions d'entreprises françaises et d'Europe. Alors, on n'est pas tout à fait non plus dans le sujet. La cohésion sociale, je suis pas sûr que ça soit le meilleur instrument. Mais Et voilà, et ce sera notre réponse. Tac, tac, tac. Alors, ça, ce sont les mêmes. J'ai les mêmes questions qui reviennent. Alors, on n'oublie pas Monsieur Shekarcha. Alors, vous êtes toujours avec nous, Monsieur Chat? En fait, on a envie d'avoir... Alors, on a beaucoup parlé de la France, de la situation française, du problème de financement des retraites, de la dépendance. On voudrait avoir votre analyse en reflet, justement, sur ces pays émergents. Alors, vous avez commencé à en parler tout à l'heure, mais on voudrait avoir votre analyse en pendant de cette description très française qu'on a faite ce dernier quart d'heure à la situation. Je pense que
nous devons relever des défis parmi les plus épineux de l'histoire. Et je pense que tous les pays sont affectés, sont touchés. Ce n'est pas comme si un seul pays était concerné. Donc, il faut qu'il y ait des pays qui aient un effet d'entraînement. Il faut prendre en considération la montée du populisme. Le coronavirus a imposé des contraintes sur les déplacements dans le monde. On sait aussi que les migrations internationales sont une réalité. C'est vrai que les migrations de main-d'œuvre peu qualifiée vont être touchées. Alors, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu une intégration de l'économie mondiale. Et je pense que cette intégration de l'économie mondiale va s'arrêter dans une certaine mesure. Ce sera un défi à relever pour de nombreux pays, dans les pays développés, dans les pays en développement. Ils devront comprendre à quoi va ressembler le nouvel ordre international, l'ordre international qui avait été couronné de succès après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, comment mettre en place de nouvelles stratégies alors que l'ordre international mondial se modifie? Les pays aux revenus élevés vont connaître des problèmes avec le marché du travail, à l'instar d'autres pays. Et les pays en développement vont rencontrer aussi des problèmes. Donc les défis et les enjeux d'aujourd'hui sont différents de ceux du passé. En fait, après la Deuxième Guerre mondiale, il fallait qu'il y ait un ordre international mondial pour relever tous ces défis. Je pense que ça, c'est le principal défi que nous devons relever. Et le principal enjeu, surtout. Complémentaire hein, donc de ce qu'on vient de se dire. Et on va donc prendre, je regarde, une dernière question. Alors, va-t-on pouvoir mettre en place simultanément les politiques en faveur des jeunes et celles qui nécessitent le vieillissement? Simultanément. C'est l'enjeu. C'est l'enjeu, on l'a bien compris. On l'a bien compris de toute cette discussion. Et la difficulté. C'est l'enjeu, la difficulté. Il n'y a que des choix difficiles. Mais et la cohésion sociale va en dépendre. Donc malheureusement, j'aurais tendance à dire, enfin malheureusement, pas malheureusement, les gouvernements n'auront pas le choix. Hein. Il va falloir éviter que la génération qui rentre sur le marché du travail ait une situation beaucoup trop dégradée par rapport aux précédentes. Et c'est là qu'on retrouve tous les échelons de la première question. Parce que là c'est pas que local, national, européen, les entreprises, tout le monde peut contribuer. C'est beaucoup plus facile, je pense. Ça sera plus facile de traiter les problèmes que vont rencontrer les jeunes que de trouver les financements que nécessite le problème du vieillissement en France. Donc on n'a pas le choix. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas le choix. C'est maintenant qu'il faut agir. Bon, c'est presque l'enseignement qu'on tirera de cette table ronde très riche. Ils n'ont plus le choix. Merci. On va s'en sortir. On va s'en sortir. On n'oublie surtout pas le thème de ces rencontres. Merci à tous d'avoir participé à cette session sur la démographie. Vous, derrière vos écrans, vous continuez à suivre les débats. Ils sont passionnants. Ils durent tout le week-end. Et moi, je vous retrouve un petit peu plus tard dans le week-end, justement. À bientôt.